Bonjour Emmanuel Pierrat. Bonjour Thibault Lurad. Vous êtes avocat et essayiste, un essayiste prolifique. Vous avez écrit sur les francs-maçons, la liberté d'expression, l'industrie du sexe et dernièrement le culte de la personnalité au travers d'une histoire insolite de celle-ci. C'est Plus grand que grand aux éditions Vuibert. Alors on va s'intéresser au ressort de ce culte de la personnalité. C'est une série de portraits, alors on peut en citer de nombreux, Atatürk, Kadhafi, Che Guevara, Mao, Hitler, Mussolini. Tous des dictateurs sauf un. Steve Jobs. Alors pourquoi Steve Jobs? Comment est-ce qu'on peut faire un parallèle et mettre au même niveau que Mao, Mussolini, etc. Alors on peut faire un parallèle et mon histoire remonte à plus loin que ça, puisqu'elle démarre avec Ramsès II, avec Alexandre le Grand, en passant par quelques figures imposées de l'histoire, pour s'intéresser beaucoup effectivement au XXe siècle, au XXIe aussi, puisque Erdogan et quelques amis de la démocratie en font partie. Et puis effectivement, un côté très dictatorial, mais qui va de pair, on s'en expliquera, je pense, voilà, là, il y a une corrélation importante entre le culte du chef et puis de la façon dont fonctionne un système politique de préférence antidémocratique. Ce n'est pas une préférence personnelle. Steve Jobs, je l'ai trouvé très intéressant, parce que je me suis posé la question de savoir à quel moment le culte de la personnalité pouvait exister sorti de la sphère, politique et du pouvoir au sens du pouvoir politique. Et de fait, quand on prend une entreprise comme Apple, ou quand on prend IBM, ou quand on prend Microsoft, on peut se poser la question de ces puissances économiques qui ont des produits, on va dire, intérieurs bruts, pour résumer, pardonnez-moi, supérieurs à celui aujourd'hui de la moitié quasiment des pays européens, pris isolément et presque rassemblés. Et de la façon dont le culte de la personnalité peut ou non être développé par les uns ou par les autres. Exemple, je me suis interrogé, Bill Gates, homme le plus puissant du monde, dit-on, en tout cas le plus riche du monde, développe-t-il un culte de la personnalité? La tentation est grande, hein, la mégalomanie, le fait de vouloir dire que c'est lui partout. Pas plus qu'une fondation, Melinda, une apparition qui ressemble à une charity business et sans plus. Et à côté, un personnage, Steve Jobs, qui a utilisé en permanence les ressorts du culte de la personnalité. Qui finalement, sciemment, bien sûr, je pense, alors pour deux raisons. Un, la mégalomanie personnelle. Deux, l'appropriation d'une autre technique de marketing, lors des moments qui a consisté à cultiver sa propre image, à tel point qu'on en a tous ont eu un retentissement très important lors de sa mort. J'ai compté qu'il y a eu 4 fois plus de dépêches de presse que lors de la mort de Ben Laden. Alors certes, Ben Laden est mort au fin fond du Pakistan, tué par l'armée américaine dans une opération et non pas en plein milieu des États-Unis, etc. Mais malgré tout, penser qu'un patron d'informatique puisse dépasser en retentissement médiatique Ben Laden, l'ennemi public numéro 1 du monde entier, me paraissait un élément révélateur. Et quand on se penche sur la vie de Steve Jobs, l'uniforme, il a voulu pendant d'ailleurs un moment que les employés d'Apple qui se sont rebellés portent l'uniforme. Lui-même a adopté cette espèce de costume noir, le col roulé, etc., dont il s'est vendu. Le fabricant allemand a été en rupture de stock le jour de son décès. Il a mis en scène les shows avec les keynotes, une sorte de messe, quelque chose que j'ai trouvé très religieux, mettant en scène d'ailleurs a posteriori les grands épisodes, la traversée du désert, lorsqu'il est rejeté par Appel, la résurgence, le retour du fils prodigue, etc. Tout ça est devenu un méta-récit avec des allures très christiques ou très bibliques dans lesquelles il était essentiellement servi la personnalité de Jobs au-delà des intérêts de l'entreprise. L'entreprise, d'ailleurs, n'a pas toujours aimé. Les employés et employeurs à l'intérieur d'Apple n'ont pas toujours aimé ce phénomène. Et ce qui m'intéresse surtout, les révélateurs de cela, c'est qu'elle a aujourd'hui une des informations les plus, j'ouvre mon chapitre sur ça, une des informations les plus cachées ou les plus secrètes des États-Unis, ça n'est pas le code ou avoir accès à la réserve fédérale, c'est l'emplacement de la tombe de Steve Jobs dans un parc quelque part en Californie. Il y a des tentatives tous les 2 ou 3 ans depuis sa mort pour essayer de trouver. Des gens déterrent, utilisent des satellites, font des explications scientifiques sur Internet, c'est assez fascinant. La famille protège très 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 scrupuleusement, avec beaucoup de mystère et beaucoup d'argent, l'endroit où serait enterré Steve Jobs, parce qu'il a poussé tellement loin le culte de la personnalité qu'on pense que des gens iraient jusqu'à la profanation de la sépulture pour pouvoir rapporter un bout d'osselet de celui qui aurait été à la tête du cube. Voilà, tout ça montre que l'argent plus la mégalomanie peut donner quelque chose qui, dans un autre contexte, aurait été sans doute de l'ordre de la dictature. Je ne fais pas non plus de rapprochement entre Adolf Hitler et Steve Jobs ou Mussolini et Jobs, rassurez-vous, mais
je trouve intéressant de voir que tous les ressorts étaient là, la puissance, l'adoration de soi-même, la machine au service véritablement d'une personnalité pour que les choses en quelque sorte dégénèrent. Et je regarde toujours avec beaucoup d'attention le pouvoir que les GAFA, les Google, les Amazon, les Facebook peuvent avoir sur nos vies aujourd'hui et la façon dont un fou pourrait éventuellement les diriger. Alors, vous l'avez un petit peu évoqué, ce côté de mégalomaniaque qu'il y a dans ces ressorts du culte de la personnalité. Il y a une part également liée à de l'instrumentalisation politique directe. Et vous le dites très bien dans le régime de Tito, par exemple, il en a fait un outil pour cimenter le régime. Et effectivement, on a vu, après sa disparition, que les Balkans avaient éclaté. Oui, il y a plusieurs phénomènes intéressants dans les cultes de la personnalité. D'abord parce qu'ils remplacent très souvent l'idéologie abandonnée ou devenue vaine. C'est très symptomatique, le culte de la personnalité, par exemple du communisme du XXe siècle, non pas de l'idéal communiste porté par Marx et Engels, qui reste une chose qui, d'après moi, est très regardable économiquement et très intéressant socialement, mais la façon dont le communisme, peu à peu malmené, finit par laisser un vide. Et ce vide, il faut le combler pour pouvoir tenir le peuple et tenir la machine, tenir le système, tenir les gens au pas. Et la seule façon, à un moment, de le combler, si vous n'êtes pas capable de lui distribuer du pain et des jeux ou des friandises tous les jours, si je puis me permettre, la seule façon d'arriver à ce que la population tienne et vous suive, c'est de lui désigner un chef qu'elle doit adorer. C'est une sorte de nouvelle idole, surtout en plus dans des pays où des démocraties populaires, des républiques populaires, où la religion étant l'opium du peuple, elle est désignée comme n'étant pas fréquentable. Donc, au bout d'un moment, pas d'idéologie, pas de religion possible. Par quoi remplace-t-on et par quoi entraîne-t-on les foules? Par le culte et l'adoration d'un héros. Ce héros ayant la faculté d'avoir commis dans son passé des actes de bravoure, étant tellement grand, tellement supérieur physiquement, on en parlera, la façon dont les images changent le physique et la physiologie du dictateur, etc., à un tel point donc que finalement, l'objet de l'adoration, l'objet même de l'existence de certains États, aujourd'hui, est l'adoration de son dirigeant. La Yougoslavie n'aurait pas tenu aussi longtemps s'il n'y avait pas eu, en quelque sorte, le culte de Tito, voulu par lui-même, mais aussi relayé par le parti, conscient qu'il n'était pas possible, et on l'a vu après, de faire tenir les musulmans de la Bosnie avec les Serbes orthodoxes versus les Bosniaques versus les Croates versus ce qui est devenu la Macédoine, etc., toute cette mosaïque qu'on appelle des Balkans, finalement ne trouve qu'un seul lien ou qu'un seul liant, c'est la personnalité de Tito. Comme l'Albanie trouvera dans Enver Hoxha, comme la Corée du Nord ne légitime sa propre existence par détachement de la Corée du Sud que par le culte des Kim, qui sont d'ailleurs devenus une dynastie. Est-ce qu'il faut en déduire qu'il y a une part de responsabilité chez le récepteur? Est-ce que la population a besoin qu'on lui raconte des belles histoires? Et pour parler de la Corée du Nord, effectivement, c'est une belle histoire. Le bébé Kim Jong-il qui marche au bout de 3 semaines et qui parle au bout de 8. Alors, la population a besoin de très belles histoires, mais surtout, elle a besoin d'un chef. Elle a besoin d'un héros, elle a besoin d'un leader. Elle a besoin de suivre aveuglément une sorte de berger, entre guillemets. Et ce berger doit avoir des dons miraculeux. Donc, avoir été capable, comme Mao, de se baigner dans le Yangtze à 70 ans et avoir été capable de traverser la Longue Marche, d'avoir été capable de commettre des exploits qui sont de l'ordre de surhumain et qui le divinisent. Le chef de l'État, dans ce cas, n'est plus un être humain avec des facultés normales, chose que l'on reproche d'ailleurs parfois à nos propres dirigeants, en trouvant que François Hollande est plat-plat, que Jacques Chirac était tati, voilà. Là, on a affaire à des figures qui sont de l'ordre, je ne dis pas, c'est entre Superman et Alexandre le Grand, quelque chose de très supérieur. Et puis on a, pardon, je ne sais plus où j'allais, vous allez me reprendre. Si, justement, je vous demandais la part de complicité de la population. Oui, pardon, la complicité de la population, donc la base, c'est-à-dire le simple citoyen ou même la simple famille et les enfants qui participent de ce culte, avec une appropriation de tout, c'est-à-dire qu'à un moment, le dictateur n'est pas là pour dire qu'on doit automatiquement rebaptiser toute église, toute place, mais c'est le système qui le veut, les initiatives que l'on voit se commettre pendant l'Irak de Saddam Hussein. D'un seul coup, toutes les mosquées sont rebaptisées les unes après les autres du nom de Saddam Hussein. Chose assez extraordinaire quand on pense à l'image un peu laïque et du parti basse qu'on a aujourd'hui en disant Saddam Hussein était un rempart en quelque sorte contre l'islamisme. Et finalement, pas tant que ça. Et ce qui explique aussi pourquoi peut-être ces séides rejoignent aujourd'hui si facilement les rangs de Daesh. Ce qui est une véritable, non pas une vue de l'esprit, mais une réalité. Oui. Et donc, on va rebaptiser les écoles, on va rajouter des choses qui sont spontanément voulues, entre guillemets,
par la population dans l'idée qu'elle va soit en toucher une gratification, soit tout simplement faire plaisir, soit galvaniser ceux qui sont autour d'elle. En Corée, il est possible, en Corée du Nord, il est même indispensable, sinon c'est 3 ans de bagne, de porter au moins un des badges des 3 dirigeants successifs de la Corée du Nord sur soi. Si vous ne portez pas ce badge, vous allez en camp de rééducation. Quand je dis camp de rééducation, ce n'est pas 15 jours de classe verte, hein, c'est quelque chose de beaucoup plus foudroyant. Et vous avez, selon le nombre de badges que ont spontanément mis entre guillemets, les citoyens, vous avez en quelque sorte le rang, le degré de dévotion que les uns et les autres portent, qui n'est pas nécessairement corrélatif du degré hiérarchique. Voilà. Et donc il y a ce mécanisme qui est mis en place par la population, par le corps intermédiaire, qui sont donc les fonctionnaires de l'État qui vont être associés à un chef et à un mouvement, et qui ont besoin de tenir. Et puis évidemment, le tout alimenté par des personnalités qui sortent du commun par leur mégalomanie. Dernière question, Emmanuel Pirat, très rapidement. Et la France dans tout ça? Est-ce qu'on est protégé du culte de la personnalité ou est-ce qu'au contraire, on a toujours eu du mal à se défaire de notre tradition monarchique, on va dire? Là encore, il y a un besoin pour des belles histoires. Vous l'avez rappelé, on reproche à François Hollande sa platitude notamment. Oui, et en même temps, ce qui m'intéresse toujours, c'est qu'on se pense très à l'abri et on n'en est pas loin. Alors on moque les discours de Fidel Castro qui durent 7 heures. On moque à la télévision Hugo Chavez qui faisait une émission le dimanche après-midi qui s'appelait Le Président vous parle. 6 heures de programme, quand même, sur la chaîne publique. François Hollande ne va pas remplacer les émissions du dimanche sur France Télévisions. Et néanmoins, chaque fois que le chef de l'État prend la parole, y compris pour ne rien annoncer de très grave ou de très important, on l'écoute avec une certaine déférence qui n'est plus la parole du chef de l'État, mais la parole du chef tout court. Ça n'est plus l'État, c'est le chef. Nous portons dans nos mairies, nous approchons, et j'ai été élu pendant quelques années, je célébrais des mariages devant le portrait du président de la République. Je ne sais pas à quelle exigence démocratique répond la nécessité de mettre le portrait du chef de l'État, quel qu'il soit, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Sincèrement, je ne suis pas sûr que la démocratie gagne quelque chose. Quand je compare le système suisse, quand je compare d'autres systèmes européens parfaitement démocratiques, je ne suis pas sûr qu'ils aient besoin d'un mouvement aussi simpliste que l'adoration du chef. Voilà. Nous sommes dans un moment où nous courons vers l'élection présidentielle. Les programmes, on nous le dit de plus en plus, n'existent pas, ou se ressemblent beaucoup, ou sont parfois illisibles, etc. On leur reproche sur quelque chose, mais ça n'est pas le plus important pour nous. Le plus important pour nous, c'est que nous sommes prêts à voter pour un seul homme ou une seule femme. Et cela me semble inquiétant, révélateur de notre fuissuisme, de notre côté un peu moutonnier, et finalement notre besoin d'avoir des chefs, tout en espérant qu'ils ne deviendront pas demain matin ceux que nous n'avons pas choisi exactement d'être. Mais c'est là la petite chose ambiguë dans nos rapports vis-à-vis de notre propre dévotion au culte de la personnalité. Eh bien, merci beaucoup Emmanuel Pirat. Et donc, pour ceux qui veulent en savoir plus et lire cette galerie de portraits, je renvoie à votre livre Plus grand que grand aux éditions Vuillebert. Merci beaucoup. Merci à vous.